RFI, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. C'est ce que continue de réclamer le mouvement de contestation au Soudan qui bénéficie désormais du soutien de Washington. Offensive diplomatique pour Kim Jong-un. Le leader nord-coréen est arrivé en Russie ce mercredi. Une rencontre avec son homologue russe est prévue demain. Doit-on destituer le président américain après la publication du rapport Mueller? Cette question divise le camp démocrate ici aux États-Unis et le processus, nous le verrons, peut être très long. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le calme n'est toujours pas revenu au Soudan. Le mouvement de contestation a encore fait monter la pression mercredi sur les dirigeants militaires en appelant à une marche d'1 million de personnes pour réclamer un transfert rapide du pouvoir à une administration civile. Les manifestants bénéficient désormais de soutiens internationaux, notamment de Washington. Les précisions avec Irénée Herman-Ombo. Malgré l'appel lancé mardi par des dirigeants africains réunis au Caire, demandant d'accorder davantage de temps aux parties soudanaises pour parvenir à une transition pacifique et démocratique, Khartoum est toujours sous tension. La rue ne semble pas apprécier l'idée d'un délai de 3 mois pour la transition, un délai plus long que les 15 jours accordés récemment par l'Union africaine aux militaires pour céder le pouvoir. Les manifestants exigent le départ sans condition du conseil militaire et brandissent la menace d'une grève générale. Le discours sur l'escalade est lié au refus du conseil militaire de répondre aux revendications de l'Alliance pour la liberté et le changement. Nous ne cherchons pas l'escalade, nous ne cherchons pas à affronter le conseil militaire. Nous essayons de trouver une solution, mais l'impasse vient du conseil militaire. Les juges soudanais se joindront jeudi pour la première fois aux manifestations, a indiqué ce mercredi une de leurs associations professionnelles. Le mouvement de contestation a reçu le soutien de Washington qui dit appuyer la demande légitime d'un gouvernement dirigé par des civils alors que les dirigeants militaires à Khartoum ont jusqu'ici résisté aux appels pour un transfert immédiat du pouvoir. Pendant ce temps, en Algérie, la vague d'arrestations se poursuit. 3 hommes d'affaires, Karim Nouattarek et Reda Kouninef, membres d'une famille proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ont été placés ce mercredi en détention provisoire après avoir été entendus dans une affaire de trafic d'influence et de non-respect des engagements contenus dans des contrats conclus avec l'État. Par ailleurs, toujours en Algérie, on a appris ce mercredi la mort d'Abbassi Madani, chef historique du FIS, le Front islamique du Salut, parti islamiste d'opposition, dissous en 1992. Abbassi Madani est décédé ce mercredi au Qatar où il vivait en exil depuis 2003. En RDC, une femme à la tête de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, députée du parti de l'ancien président Joseph Kabila, a été élue ce mercredi. Une élection boycottée par l'opposition. Conseillère de l'ancien président Kabila en matière de violences sexuelles et de recrutement d'enfants dans les groupes armés jusqu'aux élections de décembre 2018. Elle était retenue comme seule candidate pour diriger cette institution à l'issue d'âpres négociations avec les autres familles politiques. Avec elle, 6 autres membres du bureau définitif ont été élus, à l'exception du poste du rapporteur réservé à l'opposition. L'opposition qui a d'ailleurs saisi le Conseil d'État pour contester ces élections et la répartition faite en violation, selon elle, de la Constitution et de l'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. La tension n'est pas retombée au Tchad où un représentant de la société civile, notamment du collectif contre la vie chère, a été arrêté après avoir maintenu son appel à manifester jeudi pour protester contre la pénurie de gaz.
Une pénurie de gaz qui affecte le pays depuis plus de 2 mois. Pour parer à la situation, le gouvernement tchadien avait autorisé l'importation de gaz du Nigeria ou du Cameroun, mais les besoins en énergie de la population ne sont toujours pas satisfaits. Le porte-parole de la police, le colonel Paul Manga, a confirmé cette arrestation sans donner plus de précisions. On sait néanmoins que la manifestation avait été interdite par le gouvernement. Offensive diplomatique pour Kim Jong-un, le leader nord-coréen est arrivé ce mercredi à Vladivostok, en Extrême-Orient russe, pour son premier sommet avec Vladimir Poutine. Pyongyang cherche des appuis en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. Kim Jong-un doit s'entretenir jeudi avec Vladimir Poutine. Il s'agira de sa première entrevue avec un chef d'État étranger depuis son retour de Hanoï, après le fiasco diplomatique avec le président Donald Trump. Dans ses propos à la télévision russe, M. Kim a assuré vouloir évoquer de manière concrète le règlement de la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Le leader nord-coréen dit espérer que cette visite sera couronnée de succès. Pour décortiquer cette actualité, accueillons Marianne Perrondoise, chercheure à l'Institut d'études stratégiques de l'école militaire. Elle nous rejoint de Paris par téléphone. Bonsoir madame et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier cette visite de Kim Jong-un en Russie, surtout lorsqu'on sait qu'il a été invité à plusieurs reprises par Moscou et qu'il a toujours décliné ses invitations? Oui, alors vous avez mentionné une offensive diplomatique et c'est vrai qu'en première lecture, ce sont des enjeux diplomatiques qui motivent ce déplacement. Et les deux dirigeants, d'ailleurs, y trouvent satisfaction l'un et l'autre, puisque cela conforte leur stature et on sait que la reconnaissance de statut est très importante à la fois pour Vladimir Poutine et pour Kim Jong-un. Ce dernier, il consolide son profil d'homme d'État. Il veut montrer qu'il a des options, qu'il n'est pas à court après ce semi-échec du sommet de Hanoï. Et Moscou veut montrer que dans le règlement de la crise et du dossier nucléaire nord-coréen, eh bien, il a un rôle à jouer. Et bien sûr, il y a des enjeux économiques qui sont sous-jacents parce que Kim Jong-un n'a pas obtenu l'allègement des sanctions qu'il escomptait pour lancer sa réforme économique et il compte sur le soutien de la Russie à la fois pour relancer et soutenir cette idée d'une nouvelle approche diplomatique dans le domaine de la dénucléarisation au sein du Conseil de sécurité et dans l'immédiat pour fournir une assistance, ne serait-ce qu'un soutien alimentaire à la Corée du Nord qui traverse une mauvaise passe, il faut le reconnaître. Alors, il y a bien sûr l'allié de toujours, la Chine. Quel est l'état des relations aujourd'hui avec la Chine et puis quel est le rôle que la Chine peut jouer dans ce retour, si retour il y a d'ailleurs, sur de la Corée du Nord sur la scène internationale? Alors la Chine est le soutien de toujours et elle ne peut que soutenir d'ailleurs le travail que peut faire la Russie pour l'aider au sein du Conseil de sécurité à infléchir l'attitude très maximaliste des États-Unis qui veut la dénucléarisation immédiate, totale et irréversible. Or la Chine comme la Russie prône une approche diplomatique par séquence, c'est-à-dire pour créer de la sécurité en créant des petits pas où chacun fait un geste, ce qui permettrait sans doute à la Corée du Nord d'étaler des discussions sur le long terme, donc de gagner du temps, et en bénéficiant du soutien finalement de la Chine et de la Russie face aux États-Unis, de permettre peut-être un allègement des sanctions ou en tout cas une reprise de certaines activités économiques ou commerciales qui sont de toute façon déjà existantes entre la Russie et la Chine, dont on sait qu'ils respectent plus ou moins l'embargo et certaines sanctions. Alors, cette visite en Russie ne fait pas oublier le fiasco, on va dire, de Hanoï.
est-ce que le problème de la dénucléarisation, qui reste le point d'achoppement entre les États-Unis et la Corée du Nord, pourra être résolu selon vous? Non, ce problème de la dénucléarisation, on le sait, sera très difficile à obtenir. Il y a un manque de confiance qui demeure et qui est très présent dans l'esprit des Nord-Coréens, qui ne vont pas abandonner sans de très fortes garanties et certainement pas de but en blanc leur armement nucléaire qui constitue leur garantie de sécurité et la survie du régime en termes de politique intérieure. Donc le processus sera compliqué et c'est vrai que Kim Jong-un a vraiment besoin du soutien tant de la Russie que de la Chine au sein du Conseil de sécurité pour tenter d'infléchir cette attitude des États-Unis. Marianne Perrandoise, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut d'études stratégiques de l'École militaire à Paris. Merci à vous. L'intensification des sanctions américaines contre le pétrole iranien ne restera pas sans réponse. Nous exporterons notre pétrole autant que nécessaire et autant que nous le voudrons. C'est ce que déclare ce mercredi l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien. La politique de pression maximale des États-Unis contre l'Iran a franchi un nouveau seuil lundi quand Washington a annoncé la suppression dès le 2 mai des dérogations qui permettaient encore à 8 pays d'importer du brut iranien sans tomber sous le coup des sanctions américaines. Après la publication la semaine dernière d'une version expurgée du rapport Mueller, certaines personnalités de l'opposition démocrate, dont quelques candidats à la présidence, ont lancé des appels en faveur de la destitution du président Donald Trump. Mais dans l'ensemble, les démocrates semblent divisés sur la poursuite ou non du long et controversé processus de destitution du président. Plus de détails avec Jim Malone, correspondante nationale de VOA. Le récit est d'Arzuma Compaoré. La sénatrice et candidate démocrate à la présidence, Elizabeth Warren, fait partie de ceux qui plaident pour la destitution du président Trump. Nous ne pouvons pas être une Amérique pour laquelle il est acceptable pour le président d'essayer de bloquer des enquêtes le concernant. Pour le moment, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'oppose à la destitution. Elle estime que pour poursuivre la voie de la destitution, il faut non seulement disposer de preuves solides d'une infraction, mais également impliquer à la fois des démocrates et des républicains. De nombreux démocrates restent divisés sur la question. Est-ce la meilleure chose pour le pays de se lancer dans une procédure de destitution parce que faire autrement enverrait le message que cette conduite est tolérable dans une fonction publique? Ou est-il dans l'intérêt du pays de ne pas engager une procédure de destitution qui, nous le savons, ne passera pas au Sénat parce que les dirigeants républicains ne feront pas leur devoir? Même les démocrates qui soutiennent la destitution reconnaissent que le processus est long et politiquement risqué. Au moment où la procédure de destitution débuterait, nous pourrions déjà être en 2020. Le plus important, c'est que le président voulait entendre dire qu'il n'y a pas eu de collusion. Même si les démocrates suspendent le projet de destitution, le rapport Mueller attirera sans doute l'attention des candidats démocrates à la présidence tout au long du cycle électoral de 2020. Ajoutons toujours ici aux États-Unis que la Maison-Blanche a de nouveau raté mardi la date butoir fixée par les démocrates pour obtenir les déclarations d'impôts du président républicain Donald Trump, laissant augurer d'une âpre bataille judiciaire. Le Trésor américain a repoussé au 6 mai sa décision finale sur cette demande sans précédent. Le temps de consulter le ministère de la Justice, a expliqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans une lettre. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les bonnes affaires du coton au Mali. Le pays est devenu le premier producteur en Afrique. La filière fait vivre près de 40% de la population rurale du pays. Dans ce journal, nous parlerons également du trafic d'or. L'Afrique perd des milliards de dollars chaque année du fait de la contrebande. Et que le temps passe vite. Il y a 3 ans, Papa Wemba nous quittait. L'icône de la rumba congolaise a laissé un riche héritage musical. Évocation dans ce journal. Des milliards de dollars d'or passent chaque année en contrebande hors de l'Afrique et acheminés à travers les Émirats arabes unis, une passerelle vers les marchés européens, américains et vers le reste du monde. Une analyse de Reuters montre à quel point ce trafic est en hausse, alors même que les pays occidentaux délaissent le minerai en faveur des droits de l'homme et de l'environnement. Récit de Jade Rivet. Les statistiques douanières montrent que les Émirats arabes unis ont importé pour 15,1 milliards de dollars d'or d'Afrique en 2016, soit plus que n'importe quel autre pays, contre 1,3 milliard en 2006. Une grande partie de l'or n'a pas été enregistrée dans les exportations des États africains. 5 économistes interrogés par Reuters ont déclaré que cela indique que de grandes quantités d'or quittent l'Afrique sans payer de taxes aux États qui les produisent. Les méthodes informelles de production d'or, connues dans cette industrie sous le nom d'exploitation artisanale ou à petite échelle, se développent énormément. J'ai commencé l'école à un très jeune âge, mais à un moment, mes parents n'ont plus pu payer mes frais de scolarité. À l'école, certains de mes amis étaient dans l'exploitation minière à petite échelle. J'ai perdu mon père peu après avoir arrêté l'école. Comme je n'avais plus de soutien pour reprendre mon éducation, j'ai décidé de faire comme mes amis et de rejoindre l'exploitation minière à petite échelle. Bien qu'il soit compliqué de donner la valeur exacte d'or qui quitte illégalement l'Afrique, Reuters a tenté de mesurer l'ampleur du trafic en comparant les importations totales aux Émirats arabes unis avec les exportations déclarées par les États africains. Les sociétés minières en Afrique ont déclaré ne pas renvoyer leur or aux Émirats arabes unis, ce qui indique que les importations de ce pays, en provenance d'Afrique, proviennent d'autres sources informelles, c'est-à-dire de l'or extrait par des personnes, y compris des enfants, qui ont très peu de supervision et aucun lien avec les grosses entreprises d'extraction. Je m'appelle Kobi et je n'ai aucune idée de ce que les étrangers font avec tout cet argent. Des États africains tels que le Ghana, la Tanzanie et la Zambie se plaignent que de l'or soit produit à grande échelle illégalement et sortent de leur pays en contrebande, parfois par le biais d'opérations criminelles et souvent à un coût humain et environnemental élevé. De l'or jaune, passons à l'or blanc. Le Mali est devenu le premier pays producteur de coton en Afrique, dépassant le Burkina Faso avec une production estimée à plus de 700 000 tonnes pour la saison 2017-2018. Un produit qui représente le quart des exportations et fait vivre 40% de la population rurale du pays. Cependant, très peu de ce coton est transformé sur place. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Dans ce vaste champ de coton situé au sud-est du Mali, Daouda Kamara et sa famille sont à pied d'œuvre pour la récolte. Cela représente beaucoup pour eux. C'est utile car les producteurs de coton obtiennent des engrais. Par contre, ceux qui ne le font pas ont des difficultés à les obtenir, même s'ils ont de l'argent. Et c'est ce coton entassé dans les champs ici qui sera ensuite acheminé vers l'usine de grainage. Mais seule une petite partie de cette récolte sera transformée au Mali, car le plus souvent, le coton malien est exporté à l'état brut. Les professionnels de la transformation du tissu traditionnel veulent changer la tendance. J'ai à cœur à ce que ce soit transformé ici et non pas exporté sous forme brute.
Voilà, il y a des métiers, il y a du savoir-faire et c'est un réel enjeu social, culturel et de patrimoine. Donc c'est regrettable que tout parte non valorisé. Comatex, la seule usine de transformation de coton du pays, ne traite que 1% de la production et la forte concurrence étrangère n'arrange pas la chose. Apparemment, on pense que c'est un grand marché textile, mais le marché là est inondé, je vais dire, par les produits textiles d'importation qui sont moins chers. Bon, ça entrave beaucoup les activités de l'entreprise. Dans le classement 2018 du Forum économique mondial, le Mali occupe la 26e place sur les 38 pays africains les plus compétitifs. Réduire les importations en transformant localement ces produits permettra au Mali de booster son économie et de mériter son rang de premier producteur de coton du continent. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour les sports. Yacouba, l'affiche de la finale de la CAN des moins de 17 ans est connue. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, la finale de la CAN des moins de 17 ans, Tanzanie 2019, opposera la Guinée au Cameroun. Les deux demi-finales disputées ce soir ont été décidées au tir au but. Et dans le premier match, le Sili national cadet est venu à bout du Nigeria avec 10 tirs réussis contre 9. Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire. Quant à la jeune formation camerounaise, réduite à 10 en début de seconde mi-temps, elle a su résister, menaçant même de temps à autre les buts angolais. C'est toutefois aux épreuves de pénalty que l'Angola, très technique, allait tomber, ayant raté 2 tirs, alors que le Cameroun a réalisé un sans faute dans cette épreuve décisive. Score 4-3, on dira tout simplement félicitations à John Lindon. Et puis, 80 candidats pour le poste de sélectionneur. La Fédération gabonaise de football a annoncé avoir reçu 82 dossiers pour le poste d'entraîneur des Panthères, 14 Africains, dont 4 Gabonais, 62 Européens, 5 Sud-Américains et un Américain sont en liste pour prendre en charge les Panthères. Les noms des Français Patrice Carteron, Didier Six et Jean-Guy Walem sont notamment cités. Parmi les postulants locaux, on peut citer un Thierry Mouyouma pour le poste de directeur technique national. 19 candidatures, 10 Africains dont 8 Gabonais et 9 Européens ont été reçus. L'appel à candidature a expiré lundi. Le Gabon espère annoncer le nom du nouveau sélectionneur qui remplacera Daniel Cousin d'ici la fin du mois de mai. NBA, pour finir, les affiches des demi-finales des playoffs se précisent. Les Raptors ont écrasé les Orlando Magic 115-96, décrochant ainsi leur billet pour les demi-finales de la conférence Est. Ils affronteront les Philadelphia Sixers du Camerounais Joel Embiid, vainqueur de Brooklyn en demi. Toujours à l'Est, les Milwaukee Bucks disputeront face à Boston les demi-finales des playoffs pour la première fois depuis 18 ans. Après la victoire des Celtics face aux Detroit Pistons 127-104 à l'Ouest, grâce à un incroyable panier à 3 points marqués à la toute dernière seconde, Damien Lillard a qualifié sa franchise de Portland pour les demi. De leur côté, les Utah Jazz se sont relancés en dominant Houston Rockets 107-91. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo et bravo à tous les gagnants. Ce 24 avril 2019 marque les 3 ans du décès de l'artiste congolais Papa Wemba. Mort sur scène à Abidjan, l'icône de la rumba congolaise a laissé un riche héritage musical à ses compatriotes. Il s'est immortalisé à travers des chansons qui restent une référence. Des Quinois, fans de Papa Wemba, évoquent ici sa mémoire, élément recueilli à Kinshasa par Patrick Abega. Ce que je regarde pour Papa Wemba, c'est concerne sa musique. La musique de Papa Wemba a éduqué nous les jeunes d'abord. Nous les jeunes, quand Papa Wemba chantait, il nous conseillait à travers sa musique. Tu sais, Papa Wemba honorait souvent les femmes. Il a chanté une chanson, il honorait au moins sa femme Amazon. Ça nous manque vraiment beaucoup comme un grand chanteur comme Papa Wemba. Dans son voix-là que nous écoutons de temps en temps à la maison. Quand tu réveilles, tu vas voir toujours de Papa Wemba, Papa Wemba. Maintenant, il nous a quittés vraiment, ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Pusalo lendo mama, na pusalo fundu ela kanala kisate na lulio na bombi angona kacha motema somo
olele nganazangi shungwe, olele nganazangi papa. J'aimais beaucoup Papa Wemba parce qu'il était modèle. Bon, c'est lui qui m'avait encouragé aussi. Bon, si j'ai vécu le pays différent, c'est grâce à Papa Wemba. Ozali kaka na motema, ozali kaka nesiko ebeti sakabongo. La vie ezali libonza, tika kolela lela lelaka. Talanga yo moto na lingaka yo na ye. Papa Wemba, il était icône de la musique congolaise. Aujourd'hui, quand on voit des sapeurs congolais, parce que Papa Wemba n'est pas mort. Mbelena koma na ba plateau ngai fourme pito mwela. Ce que moi je connais c'est ça. Tangola zalaka mwana moke ngala kaka femme jeudi na kola taninyo mokolo samedi bongo mokolo nankoa bakolela ngana ninyo kaite botote elamba Mbelena koma na ba plateau ngai fourme Bamwela, Kabama Mbila, Wakafwa, Nandenga Kolote, Mululungonda, Depas Kondinga, les gentlemen. L'artiste ne meurt jamais, Papa Wemba, qui nous a donc quittés il y a 3 ans. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.